Bonjour, le 19 juillet 2016, Adama Traoré était mort, a été assassiné, asphyxié par des gendarmes, c'était à Beaumont-sur-Oise. Depuis, sa sœur, Assa Traoré, se bat avec sa famille, avec un collectif de plus en plus nombreux pour que justice soit faite pour Adama et que les violences policières, les brutalités policières arrêtent. Le changement climatique, c'est un enjeu essentiel. Valérie Masson-Delmotte est climatologue, paléoclimatologue précisément. Elle est aussi coprésidente du groupe 1 du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et elle s'engage de plus en plus publiquement, ne serait-ce que par la pédagogie, pour expliquer les enjeux du changement climatique. Leur réunion aujourd'hui est importante, cette rencontre entre Assa Traoré et Valérie Masson-Delmotte. Depuis quelques années, le mouvement écologiste est sujet à une répression souvent violente, avec la mort de Rémi Fraisse, avec l'invasion de Notre-Dame-des-Landes, avec une répression extrêmement brutale à Bure et dans bien d'autres cas. Et c'est ce qui a a fait comprendre au mouvement climatique et au mouvement écologiste l'importance des violences policières. Qu'à vrai dire, jusqu'à présent, même si dans les quartiers populaires, les policiers, les gendarmes tuaient depuis des années, plusieurs personnes parfois chaque mois, en tout cas plusieurs personnes chaque année, ça n'était pas encore venu à l'esprit du mouvement écologiste. Et puis depuis quelques années, on se rend compte que cette répression violente, criminelle, meurtrière, eh bien, s'applique non seulement dans des quartiers tenus à l'écart, mais en fait de plus en plus à l'ensemble de la population. Et il y a une conscience qui se fait entre le mouvement climatique, entre le mouvement écologiste et le mouvement pour la liberté et pour la justice. C'est pour ça que je suis très, très heureux et je crois que cette rencontre est importante aujourd'hui d'accueillir Assa Traoré, bonjour, et Valérie Masson-Delmotte, bonjour. Et la première question, elle est toute simple de votre discussion, c'est pourquoi l'une et l'autre vous avez accepté cette discussion et qu'est-ce que vous voulez vous dire? Je peux peut-être démarrer. Je crois qu'on a quelque chose en commun, quelque chose de triste en fait, qui a marqué nos vies. J'ai perdu mon jeune frère d'un cancer quand il avait 16 ans, moi j'en avais 19, je sais ce que c'est. Oui. C'est vrai que perdre quelqu'un, peu importe les conditions, c'est une douleur qui est toujours très palpable hein, et qui est présente à chaque fois. Et c'est... J'ai pas forcément de mots parce que ça nous change et il n'y a pas de mots pour le décrire. Voilà, ça change une famille, ça change des personnes et on voit la vie autrement et on se dit bon bah cette vie-là faut qu'on la prenne autrement et qu'on y contribue et qu'on y participe pour changer tant de choses. Ça a changé, Valérie? Ça vous a dit cette mort terrible? Ça vous a poussé dans un autre chemin de votre vie? Ça fait perdre beaucoup de naïveté. Ça fait mesurer à quel point la vie elle est précieuse et à quel point, en tout cas pour moi, j'ai envie d'y donner sens. Donc je pense que ça a joué sur beaucoup de choix que j'ai faits, des choix personnels, des choix professionnels. Je pense que ça renforce aussi peut-être tout ce qui touche à une forme d'humanisme. C'est-à-dire ça renforce des valeurs humaines que moi je mets devant beaucoup d'autres choses. Et en même temps, vous êtes connu comme climatologue. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez sensible au-delà de ce déchirement personnel que l'une et l'autre vous avez connu et que vous reconnaissez chez Assa? Qu'est-ce qui a fait quand même que, en tant que personnage public, en tant que climatologue, vous avez voulu discuter et réfléchir ensemble à la question des violences policières? Donc l'autre volet, pour moi, c'est plus généralement en fait la question de la prise en compte des enjeux du changement climatique, des enjeux de justice dans la vie démocratique. Et je pense que, je suis extrêmement attachée à la vie démocratique, je suis extrêmement attachée aux questions de justice. Et en fait, on va échanger avec des perspectives, je pense, très différentes sur ces questions-là. Et c'est cet aspect-là qui m'intéressait dans la rencontre. Il y a ça aussi, pourquoi? Elle a évoqué la mort de son petit frère, de son frère d'un cancer. Moi, mon père est mort d'un cancer aussi. Hein. J'étais très jeune, j'avais 14 ans. Et des années après, hein, même l'année dernière, je me suis dit, quand mon père est mort, l'amiante a tué mon père, j'étais trop jeune. Et j'ai dit, on aurait dû se battre et défendre les droits de mon père et de dire... l'amiante a tué, mon père a toujours travaillé pendant des années. Et j'ai dit on ne l'a pas fait, mais moi j'étais trop jeune. Et j'ai dit mais on aurait dû le faire, on aurait dû
dire au monde entier que mon père est mort. Et si mon père, et je me dis ça à chaque fois, je me dis que si mon père avait été vivant, peut-être que mon frère ne serait pas mort aujourd'hui. Aujourd'hui, quand Adama meurt, c'est quand on a ces petits jeunes garçons dans les quartiers et qu'on ouvre la porte, c'est comme si on leur disait la porte s'ouvre, mais allez-y, et on vous met dans une grande forêt et allez, démerdez-vous tout seul. Et je me dis, mon père a toujours été quelqu'un de très protecteur et qui a mis, j'en parle beaucoup dans le livre Lettre à Adama, où il mettait ses enfants vraiment sur un piédestal et d'une très grande considération. Et je me dis, si mon père n'avait pas été mort, peut-être qu'Adama serait vivant aujourd'hui et qu'il n'aurait pas été, il se serait pas senti, en tout cas, seul dans ce monde, dans cette violence. Mais bon. L'amiante est un autre combat, mais voilà, mais je pense que c'est un combat que moi j'aurais pu en tout cas porter si ça avait été fait, en tout cas dans un autre âge de ma vie. Il était travailleur dans quel domaine? Mon père était chef étanchéité, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé. Nous on l'a connu très travailleur, et c'est comme ça qu'on arrive à Beaumont parce qu'on lui a confié le chantier des bâtiments où on travaille. Et comme on habitait à Bobigny, moi j'avais 3 ans quand je suis arrivé à Beaumont et c'était trop loin. Donc on lui a proposé cet appartement pour qu'il soit sur place, comme il était le chef d'équipe. Et c'est comme ça qu'on arrive, et après sa mort a été très rapide. Au bout d'1 an, il a commencé les arrêts maladie et il en est mort. Nous on était très jeunes, Adama était beaucoup plus jeune. Et ce qui me rend triste, c'est que je me dis, ils n'auront jamais connu mon père comme moi je l'ai connu. Avec tout ce qu'il nous a raconté. Si moi je suis Assa Traoré aujourd'hui, c'est que mon père a joué un grand rôle très important. C'est que je dis souvent, un combat on le mène avec force, avec dignité, avec honneur, quand on sait d'où on vient et qui on est. C'est-à-dire que tout ce qu'on percevra en face ne nous atteindra pas parce qu'on est forgé de quelque chose qui vient d'ailleurs et de nous surtout. Et mon père a fait cet excellent travail avec nous les plus grands, en nous racontant son histoire, de d'où il venait, pourquoi il est venu ici. Et c'est pour ça qu'à travers mes interventions, je le dis souvent, l'histoire d'Adama Traoré ne commence pas le 19 juillet 2016, mais elle commence quand mon père quitte l'Afrique à l'âge de 17 ans et qui va parcourir plusieurs pays d'Afrique et d'Europe et qui va venir construire sa famille. Ici, l'histoire d'Adama Traoré, c'est quand mes grands-parents vont aller les chercher au Mali et qui vont faire la guerre 39-45. L'histoire d'Adama Traoré, c'est mon grand-père, gouverneur de Caille, et qui va mourir chef du village de Laringuémou, de chez nous. Ça, c'est notre histoire. Et vos 2 grands-pères, je le réinsiste, ils sont morts, enfin, ils ont combattu pour la France pendant la guerre 1939-1945. Oui, un est mort en France, ouais. Et un est reparti avec une jambe en moins. Mais ils ont combattu pour la France. Et les gendarmes de l'État français ont tué votre... Bon, on le dit, 3 générations. La France... il y a eu 3 morts sur la France, sur 3 générations. Mes grands-parents, la guerre 39-45, mon père avec l'amiante et Adama avec les violences policières. L'amiante, ça me fait penser, c'est un immense mensonge dans l'histoire de l'environnement, puisque la nocivité de l'amiante était connue depuis le début du XXe siècle, et puis les études ont été très bien connues à partir des années 60, 70, il n'y avait aucun doute, et puis pourtant on a continué à utiliser l'amiante, et particulièrement en France, jusque très tardivement. Et en fait, ce que vous vivez aussi, c'est le mensonge autour de l'homicide de Adama, et puis le mensonge qu'on voit sur tant de jeunes qui sont tués dans les quartiers populaires. C'est peut-être un rapprochement hasardeux, mais il y a aussi dans le changement climatique beaucoup de mensonges qui s'est exprimé de la part des dominants qui ont entretenu et qui continuent dans un certain nombre de cas à le faire, le climato-scepticisme. Est-ce que ce qu'on a à combattre, c'est le mensonge? C'est ce mensonge des pouvoirs, ce mensonge des... Moi, je dirais qu'il y a 3 choses de mon point de vue. Il y a eu effectivement sur la question des éléments scientifiques vis-à-vis du changement climatique. Donc le climat, il a varié dans le passé, mais aujourd'hui, on est sur une rupture parce que depuis la révolution industrielle, les activités industrielles, d'abord dans les pays développés, puis maintenant aussi dans les grands pays émergents,
modifient la composition de l'atmosphère et sont responsables de ce climat qui change et qui va en partie continuer à changer, même si les évolutions à venir, elles vont dépendre des choix qui sont devant nous. Et donc il y a eu vraiment la construite d'une machine de production de doute, en particulier issue de pétroliers américains, mais pas uniquement, qui a délibérément voulu semer le doute, construire des espèces de faux témoignages de pseudo-scientifiques d'autres domaines pour semer le doute dans l'opinion publique auprès des élus américains, avec un succès tel que c'est même devenu un déterminant d'un des grands partis politiques américains de revendiquer ce doute par rapport aux éléments scientifiques, ce qui est assez tragique, je pense. Donc il y a ce côté-là, c'est-à-dire il y a des intérêts particuliers qui construisent le doute, qui le vendent, qui le distribuent, qui en font un marqueur même idéologique. Mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup d'indifférence et beaucoup de fatalisme. Et je pense que pour la question du climat, c'est pas simplement une question de marchand de doute, mais c'est plus largement une question d'indifférence et de fatalisme qui est également importante. Mais de la part des dominants ? Ou de la part de la société ? De la part de tous. Ouais. De la part de tous. Et d'ailleurs, quand on regarde les gens qui remettent en cause la réalité du changement climatique, il y a eu d'abord non, ça change pas, et puis ok, ça change, mais on ne sait pas pourquoi, et puis c'est peut-être bien, c'est peut-être pas si grave, en ignorant tous les aspects de vulnérabilité, d'exposition, justement de justice par rapport aux enjeux du climat, y compris les responsabilités historiques. Et puis après, il y a aussi mais ce serait trop difficile d'agir. Voilà, donc on est plutôt à ce niveau-là maintenant, globalement. Donc oui, ce sont des enjeux très importants à l'échelle de tous. Et pourquoi il y a cette espèce aussi de passivité ou de fatalisme sur ces violences qu'on commence à connaître il y a encore quelques jours, fin février, il y a encore un jeune garçon qui a été blessé dans un quartier populaire par un LBD et qui a perdu son œil. On a l'impression que là aussi, il y a une passivité de la société par rapport à ces crimes, il faut les appeler par leur nom, qui continue. Je pense qu'il y a beaucoup d'indifférence quand les gens considèrent que ça ne les concerne pas directement. Il me semble. Moi, je dirais que oui, ce que tu dis, il y a beaucoup de ça aussi, mais il y a eu un très gros problème de nos représentants politiques. Il ne faut pas l'oublier qu'ils sont garants de nos droits et garants de la justice et de notre protection, et qui ont minimisé le cas des violences policières, qui n'en ont même pas fait leur priorité. Et j'ai envie de dire que si ça avait été le cas, si ça avait été mis en avant et une priorité, peut-être que mon frère ne serait pas mort, peut-être que d'autres jeunes garçons ne seraient pas morts. Et en fait, à partir du moment où ça ne touchait que les personnes des quartiers populaires, ce n'est pas très grave. C'était c'est pas grave, c'est un jeune de quartier qui meurt, on va faire 2-3 lignes dans les faits divers et on passe à autre chose. Et aujourd'hui, avec le comité Adama et le travail qu'on a pu faire, c'est de faire en sorte, en tout cas dans les quartiers populaires, que les cas des violences policières deviennent une priorité et qu'on en parle et que ça ne se reste pas derrière, quoi, et que d'autres continuent à en mourir, mais il faut que ça devienne une priorité. Moi, je ne rentre pas à l'Assemblée, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je ne suis pas président de la République, et ils ont échoué dans leur rôle. C'est très grave, parce que beaucoup de personnes en meurent, et ce sont des vies humaines. Et en fait, on a l'impression que nos vies ne sont même pas considérées comme pouvant participer, je le dis souvent, la vie de nos frères n'est même pas considérée comme pouvant participer à la construction de ce monde. La vie de nos frères n'est même pas considérée comme pouvant participer à la construction de cette France. Et la vie de nos frères n'est même pas considérée comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Aujourd'hui, ce qu'on vit, moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, on vit directement les conséquences et les répercussions de l'esclavage et du colonialisme. Quand mon frère va mourir ce 19 juillet 2016, la journée d'Adama, elle commence le matin à 10h, quand la mairie de chez nous va appeler pour dire que la pièce d'identité d'Adama est prête et qu'il peut venir la chercher. Mon frère va mourir ce jour-là parce qu'il n'a pas son bouclier, parce qu'il n'a pas son gilet pare-balles. Et quand on remonte dans l'histoire, le passeport français, le premier passeport français a été créé pour l'homme noir, pour l'esclave noir. On avait le droit d'abattre un homme noir, un esclave noir dans la rue quand il sortait sans sa pièce d'identité. Aujourd'hui, on abat mon frère, on tue mon frère parce qu'il n'a pas cette pièce d'identité-là, parce qu'il n'a pas ce bouclier-là, parce qu'il n'a pas ce gilet pare-balles-là. Et aujourd'hui,
Donc nous sommes clairement dedans, des exemples comme ça, on peut en sortir plusieurs. Et tant que nous n'aurons pas cet État qui prendront leurs responsabilités et face à tout ça, et que par rapport aussi à cette histoire cachée, cette histoire oubliée ou cette histoire qui n'est pas dite sur l'esclavage et le colonialisme, bah, nous en subirons les conséquences encore très longtemps. Hein. Quand on parle dans le livre Lettre à Adama, je parle du petit doigt. De ce petit doigt qui va être mis sur c'est même pas des adolescents, ce sont des préadolescents qui ont 13-14 ans et qu'on a ce doigt qui va rester pointé sur eux pendant des années, même après les 25 ans. Il faut savoir que 18-25 ans en France, après 25 ans on devient un adulte. Ben, on parle de ces jeunes-là qui ont 27 ans, 30 ans en disant que ce sont des jeunes, on ne peut même pas considérer comme des jeunes hommes, et ce doigt-là va orienter leur orientation scolaire, professionnelle, leur orientation dans l'environnement. Ils n'auront même pas le droit de circuler librement et comme ils veulent, et on va les enfermer dans ce quartier-là. Et ça, c'est tout ce qu'il faut dénoncer. Et pendant des années, je pense que ça n'a pas été pris en compte et en considération par énormément de monde et par énormément de mouvements. C'est pour ça que quand on arrive dans le comité Adama, le travail qui est fait, c'est de créer des alliances. Et de dire, bon, on va créer des alliances et que oui, nous avons des choses communes. Ce sont d'abord les violences policières. Pour toutes les personnes qui se battent contre le climat, oui, elles subissent des violences policières. Oui, la justice n'est pas rendue. Et nous avons le même système en face de nous, nous avons le même état répressif en face de nous. Moi je le dis, hein, ce que la famille Traoré subit, on subit de l'antidémocratie de la part de cette France qui se dit liberté, égalité, fraternité, ce qui est complètement faux, en tout cas à notre égard. Et le point commun qu'on aura avec les personnes qui défendent le climat, ce seront ces violences policières. Donc oui, on va créer des alliances, mais quand on va créer ces alliances, c'est de dire aussi, on dénonce ces violences policières comme chacun l'a subi, mais on va dénoncer aussi ces violences subies sur les vies humaines qui se passent dans nos quartiers, et ce mouvement, et on va créer un mouvement qui sera encore plus fort. Le climat, un climat qui n'est pas respecté, bien sûr, va tuer énormément de monde, mais d'une autre façon. Et là, on a aussi des vies humaines qui sont tuées par d'autres humains. Donc oui, on va les dénoncer ensemble, et on ne peut pas dénoncer l'un sans dénoncer l'autre. On ne peut pas dénoncer le climat sans dénoncer ces vies humaines qui se passent aux abords de ces villes de Paris. Donc oui, ces alliances seront fortes et on va les créer ensemble. Et c'est surtout de dire que quand le climat touche les États occidentaux, l'Europe, c'est que ça fait ravage déjà en Asie ou en Afrique ou autre. Parce que est-ce que ce colonialisme que vous pointez et cette forme de ségrégation, de violence pour exclure et pour tuer et pour désigner, c'est pas en train de se jouer à l'échelle mondiale avec ce qu'on envisage sur les migrants climatiques, avec le fait qu'effectivement les effets du changement climatique commencent à se faire sentir très durement dans un très grand nombre de pays, notamment du Sud. Je pense par exemple au Mozambique, il y a un an, qui a subi un cyclone absolument dévastateur, et voilà, il y a des dizaines d'exemples comme ça, et on voit aussi les migrants climatiques qui sont de plus en plus refusés. Enfin, il y a quelques jours, en février, alors c'était pas des migrants climatiques, c'était des Syriens, mais il y a des gardes-côtes européens, grecs, qui ont tiré sur un canot pour qu'il s'éloigne, pour lui refuser en quelque sorte l'assistance. Est-ce que, de même qu'il y a des spécialistes qui ont dit, enfin de la police, qui ont dit que ce qui se passait dans les quartiers populaires était un laboratoire de la répression policière avant de l'étendre à l'ensemble de la société, est-ce que, d'une certaine manière, ce que vous dites, c'est pas aussi une sorte de préfiguration de ce qui pourra arriver en cas de migration climatique intense et de choc et d'appauvrissement de très grand nombre de populations dans l'avenir? C'est compliqué et c'est vaste, et il y a des points sur lesquels j'aurais voulu revenir. Et finalement, en vous entendant parler, enfin je pense tutoie peut-être. Oui, bien sûr. En t'entendant parler, ce qui me frappait, c'était à la fois cette volonté de dénoncer de multiples injustices, mais aussi peut-être l'envie de construire autre chose, et l'envie de construire autre chose qui préserve mieux les droits humains dans toutes leurs dimensions. Moi, c'est ce que j'entendais, en fait. Il y a la dénonciation, mais il y a aussi, en fait, l'envie de construire autrement. Et sur la question, par exemple, du changement climatique, c'est clair que le cadre qu'on a, le cadre réglementaire, le cadre des lois qu'on a, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il ne permet pas d'agir ni pour réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre à cause du problème,
ni pour l'aborder avec l'angle de la justice sociale. On l'a vu avec, par exemple, la crise des Gilets jaunes, qui réagissait fortement sur une augmentation de la fiscalité qui était perçue comme pas juste, et ni de construire une réflexion sur l'adaptation à un climat qui change, parce que dans un climat qui va continuer à changer, il y a des questions profondes de ce qu'on va choisir de protéger. Est-ce qu'on va protéger les plus vulnérables, ou est-ce qu'on va protéger les choses stratégiques ou les intérêts les plus puissants qui sont présents? Et ce débat, je trouve que par exemple en France, on ne l'a quasiment pas eu. Qui est le plus exposé, qui est le plus vulnérable, et comment on va agir pour l'adaptation, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, parce que l'exposition, les vulnérabilités sont différents dans les différents aspects de notre pays. Donc ça, c'était pour réagir en fait et rebondir sur cette question-là. L'autre aspect que ça m'inspire, c'est celui aussi du travail que je mène, où avec d'autres collègues, en fait, on met autour de la table les meilleurs chercheurs du monde entier, de tous les pays du monde, pour faire le point sur les connaissances par rapport au changement climatique. C'est vraiment mon travail. Et dans le cadre de ce travail-là, on fait aussi face à tout un ensemble de biais inconscients. L'image qu'on a de soi comme individu, en fonction de qui on est, de son genre, de son âge, de son expérience, de sa langue natale, du pays où on vit, de son histoire, ça pèse dans la manière dont les scientifiques interagissent entre eux. Ça a été pour moi une grande frustration de voir que quand on met les meilleurs chercheurs du monde autour d'une table, eh bien, certaines voix sont plus entendues que d'autres. Et par exemple, les voix des hommes d'âge mûr, européens ou américains, elles s'expriment librement. Et puis les voix d'autres, par exemple les femmes ou par exemple ceux qui viennent d'autres cultures, d'autres régions du monde, elles peinent à être entendues. Donc nous on travaille avec en particulier des chercheurs, enfin des conseillers en méthode participative, en méthode inclusive, pour donner confiance à tous, pour leur dire on vous a choisi parce que votre voix compte, parce que votre expertise compte, et arriver à surmonter ça. Et je me rends compte à quel point j'ai pas, moi, été formée pour ça, pour comprendre quels sont les biais que j'ai, pour aider les autres à les surmonter. Et je crois que la France, elle est peu avancée dans cette direction-là. Arriver à déconstruire les représentations qu'on a des uns et des autres, les préjugés en fait, et à arriver à avancer davantage ensemble. Il y a un gros travail, je pense, à faire là-dessus, qui est vraiment pas fait. Après, la dernière chose, donc sur la partie changement climatique, bien sûr, la question de la justice, elle est intimement liée à la question du changement climatique, sur plusieurs dimensions. D'abord, les responsabilités historiques ne sont pas les mêmes. Ce sont les pays développés qui ont émis le plus de gaz à effet de serre dans l'histoire. Et puis, plus un pays est riche, plus ses capacités à agir sont importantes. Plus il a des leviers possibles, y compris en termes de compétences, en termes de moyens financiers, de moyens économiques. Les vulnérabilités ne sont pas les mêmes. C'est évident que la question de l'ampleur du changement climatique, c'est un enjeu majeur de développement, au sens de permettre aux gens de vivre dignement, au sens de préserver la diversité du vivant. On l'a montré très clairement dans les derniers rapports qu'on a rendus. Ce sont partout, en fait, ceux qui sont les plus pauvres, qui sont les plus vulnérables. C'est une évidence, en fait. Que ce soit pour la sécurité en eau, que ce soit pour la sécurité alimentaire, des choses vraiment vitales, ou la sécurité des lieux de vie, par exemple avec les enjeux de submersion côtière et de montée du niveau des mers. Et puis c'est aussi un enjeu de justice entre générations, puisque si nous n'agissons pas maintenant, ça veut dire qu'on expose les jeunes générations d'aujourd'hui à ce que j'appelle la triple peine. La triple peine, c'est faire avec un climat qui inéluctablement changera plus, donc on leur impose l'adaptation. Ça veut dire agir plus vite, plus fort, de manière peut-être plus brutale, sinon on n'agit pas graduellement, intelligemment, démocratiquement. Et ça veut dire aussi éventuellement les amener à recourir à des solutions plus risquées, un peu d'ultime recours. Et donc c'est aussi l'autre dimension, je crois, de justice qui est fondamentale dans la question de l'action ou de l'inaction par rapport au changement climatique. Et souvent on réduit cette question de justice à des discussions, des négociations entre les différents pays, mais en fait dans un même pays, dans une même région, dans une même ville, il y a énormément d'inégalités dans les opportunités, les vulnérabilités, les risques d'impact pour une même population. Voilà, donc il y a des multiples dimensions, je pense, pour moi il faut que j'appelle ça de justice, c'est pas mon domaine de compétence, mais je résume ça en disant des enjeux vraiment profonds de justice liés à la manière dont on aborde les questions liées au changement climatique. Mais est-ce qu'on ne risque pas, si on laisse dans un État comme la France la répression s'exercer telle qu'elle a été, elle est le cas dans le quartier populaire, qu'en fait ça devienne une sorte d'habitude, d'acceptation, et que quand il y aurait des pauvres, des personnes vulnérables, des gens qui
sont vraiment mis dehors ou dans des situations terribles du fait des effets de la crise écologique et du changement climatique, il y aura le même type de répression, de mise à distance qui serait mise en œuvre? Moi, je ne peux pas spéculer là-dessus, c'est difficile de le faire pour moi. La seule chose que je veux dire, c'est de manière plus constructive, c'est qu'on a besoin de changer les conversations et on a besoin d'avoir davantage d'espace de vie démocratique pour aborder ces questions-là. On en a besoin, bien sûr, et à tous les niveaux. À l'échelle de chaque commune, en fait, de chaque collectivité, à l'échelle nationale. C'est pour ça que moi j'avais soutenu par exemple le fait de mettre en place des initiatives comme des assemblées citoyennes ou la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, sur cet angle-là, parce que ça me semble vraiment un exercice de renouvellement de la vie démocratique, où on fait appel à des citoyens qui ressemblent à la France telle qu'elle est, dans toute sa diversité, des lieux de vie, des revenus, des histoires personnelles, pour aborder cette question-là de manière autre. Et je pense qu'on a vraiment besoin de repenser les fondements de la vie démocratique sur un certain nombre d'enjeux, et je pense que vous avez un point de vue peut-être différent, complémentaire. Moi, ce que je pourrais dire, après je reviendrai sur ce que tu disais sur le laboratoire, mais par rapport à même la discrimination dans le climat, moi j'ai envie de dire qu'il faut surtout faire attention que tous les climatologues ne reproduisent pas ce que l'État a fait subir aux quartiers populaires pendant des années, et de dire bon bah les violences policières restent dans les quartiers, dans les centres-villes, on s'occupe d'autre chose, on n'en parle pas, et que dans le climat reste quelque chose qui reste dans les centres-villes, mais qui ne soit pas abordé aussi dans les quartiers. Il ne faut surtout pas qu'aujourd'hui nous avons le même système répressif et autoritaire en face de nous, nous avons les mêmes injustices que nous voulons dénoncer à un autre niveau, parce que là on parle de climat et là on parle de mort dans les quartiers populaires, mais que le climat, surtout de faire attention à ne pas reproduire inconsciemment, mais de se poser la question en disant voilà, on reproduit pas, on ne soyons pas dans la reproduction de ce qu'on dénonce dans l'État, et qu'on inclut en tout cas toute cette population française qui fait aussi partie des quartiers populaires. C'est pour ça que voilà, une alliance est faite avec tous le monde du climat, les climatologues, en disant bah, ce combat-là, on va le porter ensemble, on va aller ensemble, et vous allez le dénoncer, vous aussi, vous dénoncez ce qui se passe dans le monde au niveau du climat, mais vous allez aussi dénoncer ce qui se passe, les injustices et des violences policières qui se passent aussi dans nos quartiers, et c'est un combat que nous allons mener ensemble. C'est pour ça, là je le dis aujourd'hui, on ne l'a pas encore annoncé, on l'annonce, vous êtes les premiers à le savoir, le 18, la prochaine marche avec Adama pour ses 4 ans, malheureusement nous arrivons sur 4 ans. 4 ans et la justice n'a toujours pas été rendue. Donc cette marche sera faite aussi avec le mouvement du climat qui vont rejoindre cette marche, et c'est important qu'ils se déplacent, que ça se fasse dans les rues des quartiers, que ça se fasse aussi dans les rues juillet 2020. Et que voilà, qu'ils dépassent ces périphéries-là, et qu'ils fassent 50 km et qu'ils viennent marcher dans les rues de nos banlieues, dans nos rues, de nos quartiers populaires à Beaumont-sur-Oise, et que ce mouvement-là soit porté ensemble et qu'il soit dénoncé. Et le climat a une place très importante aussi, hein, qui est assez négligée, je trouve, par les climatologues, mais qui a une place très importante aussi dans nos quartiers. Quand on regarde encore dans l'histoire, hein, nos parents, la structuration et le pourquoi ils viennent en France font que le climat, ils vont pas, ça ne sera pas leur priorité. Ils vont arriver avec une priorité où en se disant bon bah on vient pour travailler et nourrir nos familles, mais ils ont une très grande connaissance du climat. Ils savent énormément de choses, hein. C'est ce qu'on disait la dernière fois, ils peuvent lire le temps sans regarder la météo, ils peuvent même ne serait-ce que la couleur de la terre, sur beaucoup de choses, le comportement de l'animal, ils vont savoir s'il va se passer, quel temps il va faire, s'il va y avoir de la tempête ou pas, mais on ne les a pas inclus dedans, on ne les a pas considérés comme s'ils avaient une connaissance. Et je trouve que c'est important et que c'est très négligeable, parce que les intégrer dans ce mouvement-là, les intégrer dans ce climat-là,
peut apporter autre chose, peut apporter une autre vision. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec tous ces chercheurs qui étaient assis autour d'une table. Bah, nous aussi, on aimerait faire partie de cette première table-là et de dire bah, autour de cette première table-là, bah, pourquoi pas qu'il y aurait peut-être ma mère, la voisine qui vient du Tchad, le papa qui vient du Maroc, son grand-père qui a élevé les animaux dans la montagne, voilà, et tout ça, et ça c'est important, et je pense que ça c'est important que le monde du climat puisse l'intégrer, que ça ne reste pas qu'autour de chercheurs ou de simples citoyens autour des centres-villes. Donc on vient dans les quartiers, ils seraient même très surpris de la connaissance qu'ils ont, mais sauf que bon bah quand ils arrivent malheureusement ici, et heureusement aussi parce qu'ils arrivent pour travailler, mais bon, on leur dit bon bah vous c'est pas pour vous ça, nous on va en parler, mais en fait non. Et c'est ça où il faut faire attention de ne surtout pas reproduire ce qu'on dénonce aussi. Et ce que je dis souvent aussi quand on parle du climat, moi j'aimerais qu'on dise, je parle de mon village, hein, pendant il y a 2 ans, il n'a pas plu. C'était la saison des pluies. Voilà, il n'a pas plu dans le village, dans plusieurs villages. Il y a une sécheresse énorme qui a fait que beaucoup de monde n'ont pas pu se nourrir convenablement avec efficacité. Mais il faut savoir que les paysans vivent que à partir de ces récoltes-là. Et quand il n'y a pas ces récoltes-là, bah, c'est très dur et que le climat change fortement d'année en année et où c'est l'État qui est obligé d'envoyer des denrées alimentaires dans quelques villages, mais des denrées qui ne sont pas assez suffisantes pour nourrir une famille sur 6 mois, où c'est les familles ici en France qui vont envoyer de l'argent plus que d'habitude pour pouvoir faire une réserve sur plusieurs mois. Et ça, c'est très compliqué, ça, c'est très difficile. Et on n'en parle pas beaucoup aussi, hein, parce qu'il faut savoir que quand il y a des répercussions de climat chez nous, dans certains pays, que ce soit surtout en Asie ou en Afrique, où quand il y a un changement, c'est touché très fortement, bah, c'est les répercussions financières automatiquement sur les familles qui vivent aussi en France, qui vont pas pouvoir laisser leur famille mourir de faim. Et après, il y a d'autres conséquences qui arrivent qui font qu'on voit sur ces dernières années où on a de plus en plus de monde, de plus en plus d'hommes qui vont prendre la mer pour venir en France, pour pouvoir venir sur les côtes européennes, pour pouvoir travailler et nourrir leurs enfants. Ben, on a aussi ça fait partie aussi de ces conséquences du climat où quand on arrive sur ces villages-là où il n'a pas plu, où on n'a pas pu faire même un sac de blé ou un sac de riz ou de maïs pour pouvoir tenir sur 1 mois, ça devient compliqué. Les décisions qu'on prenne sont des décisions qui peuvent être très dangereuses pour la vie humaine. Et ça, c'est vraiment important que ce soit pris en considération à travers le monde de climatologues et de dire oui, il y a ce point. Et je pense que ce point-là, il sera vraiment mis en considération quand ils viendront quand ils intégreront les quartiers populaires et ces voies-là qui ont une connaissance importante. Aussi, pour revenir pour ce que tu disais sur le laboratoire, qu'est-ce que tu disais? L'idée, c'était est-ce que ça n'est pas de la même manière que la répression dans les quartiers populaires est une sorte de laboratoire pour la police et l'État d'un système de répression qui est généralisé? Est-ce que ce qui se passe là n'est pas aussi un laboratoire ou une préfiguration de ce qui pourrait se passer avec les migrants climatiques ou les personnes vulnérabilisées, les victimes du changement climatique dans des pays du Sud? Moi, le mot laboratoire me dérange énormément. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont considérer ça en disant oui, les quartiers populaires ou ce que tu viens de dire, sont peut-être des laboratoires. Mais en fait, on n'est pas des rats, on n'est pas... quand on fait des... À l'origine, c'est pas moi qui emploie l'expression. Non, c'est pas toi qui le dis. Ouais. Non, mais en général, ça veut dire que les gens, faudrait qu'ils se disent aujourd'hui, quand on fait quand on va dans un labo, on va prendre des petits animaux, des rats, on va faire des expériences. Et en fait, il ne faut pas qu'on soit considéré à ce niveau-là. On n'est pas des sous-personnes où on va venir, où les gens de l'extérieur vont dire c'est les quartiers populaires ou autres sont des labos où on va venir faire des expériences. Nous ne sommes pas une expérience, nous sommes des vies humaines, nous sommes des personnes à part entière où on n'a pas le droit de faire des expériences sur nous et nous on se revendique comme étant pas des personnes de laboratoire où on fait des expériences. Et en fait,
il faut que ces personnes-là sortent de ce langage-là et qu'ils nous mettent tous au même niveau. Et quand on sera mis tous au même niveau, là, on va dire peut-être que ça va choquer plus ou offusquer plus les personnes. On va dire attention, ce ne sont quand même pas des personnes de laboratoire, on ne peut pas les considérer comme des petits rats qu'on va mettre dans les cages, on va faire des petites expériences et après on va le valider sur des gilets jaunes, on va le valider sur autre chose. Non, ça pour moi c'est un discours que je ne peux pas entendre, c'est un discours que je ne peux pas entendre parce que nous ne sommes pas des expériences, nous sommes des vies humaines pour qui on doit se battre au même titre et au même niveau que n'importe qui. Quand mon frère va mourir, mon frère n'est pas une expérience de laboratoire où on va essayer la mort sur Adama Traoré ou sur un autre et ensuite on va la tester sur une personne de centre-ville, de gilets jaunes sur les climatologues pour voir ce que ça va donner. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que ces violences policières-là doivent être considérées au même niveau que tout le monde et on doit se battre tous de la même force et de dire si on la dénonce dans les centres-villes, on doit la dénoncer au même titre et au même niveau chez nous, dans les quartiers populaires. Et ça, c'est très important que les gens puissent l'entendre. Ouais, moi je voulais rebondir sur l'aspect climat parce que je suis là pour ça en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a aussi des vraies difficultés pour nous pour faire les évaluations de l'état des connaissances. Par exemple, le tissu de recherche scientifique, il n'est pas le même dans les différentes régions du monde. Bien sûr. Et donc, il y a souvent dans les pays qu'on appelle les moins avancés, ou les plus vulnérables, il y a souvent une capacité de recherche qui est moins forte, il y a moins de production de connaissances, et même dans nos évaluations à nous, ces régions elles peuvent être invisibles, parce qu'il n'y a pas les travaux scientifiques, les publications scientifiques. Donc ce qu'on essaie d'utiliser au maximum, quand c'est disponible, c'est justement les connaissances locales, les connaissances des acteurs de terrain, les savoirs traditionnels. Donc on utilise ça et c'est ce qui permet aussi de témoigner effectivement d'augmentation de phénomènes de sécheresse, d'enjeux en termes de sécurité alimentaire, mais aussi d'innovation, de changement de pratique sur le terrain, souvent par les femmes dans les activités agricoles en Afrique, qui essayent d'innover, qui essayent de changer les pratiques et qui manquent de moyens, qui manquent en fait de protection de leurs droits fonciers, qui manquent de ressources pour justement être formés à plus grande échelle. Ça fait partie des points qu'on a soulignés dans l'évaluation qu'on a faite, des enjeux entre le changement climatique et l'utilisation des terres. Donc il y a vraiment cet enjeu-là. Et de notre point de vue, quand on fait des évaluations scientifiques, le but c'est qu'elles soient utiles. C'est justement de décloisonner et de faire en sorte qu'on puisse mettre autour d'une table cette évaluation scientifique avec les besoins des acteurs de terrain, avec les connaissances locales, les connaissances concrètes, pour justement que ça fasse partie des éléments à considérer pour la prise de décision. Et ce qui est pour moi nouveau avec la question du changement climatique, c'est qu'il y a une expérience du passé, il y a des changements en cours, et chacun apprend, les pratiques changent. Mais après, il y a quelle information on utilise pour la suite, pour savoir à quoi se préparer en anticipant, pour ne pas être simplement dans la réaction de crise, quand il se produit une sécheresse forte ou des événements ponctuels, mais pour utiliser les connaissances scientifiques en appui, en amont. Et vraiment une des choses qui est la plus frappante, c'est que dans un climat qui se réchauffe, il y a des changements de pluviométrie, c'est pas les mêmes selon les régions. Et dans les régions tropicales, on va arriver dans des choses qu'on appelle des climats nouveaux, c'est-à-dire des conditions de température plus élevées qui sortent de la variabilité passée, inédite, qui rend très compliqué, par exemple, d'aller chercher ailleurs des semences adéquates, parce qu'il n'y a pas d'analogue ailleurs, en fait, de ces conditions plus chaudes qu'on aura dans quelques décennies. C'est pour ça qu'en fait, on souligne à quel point c'est important de contenir l'ampleur du réchauffement au niveau le plus bas possible, pour ne pas rentrer dans ce territoire vraiment inconnu, où même le retour d'expérience qu'on peut avoir d'autres régions du monde ou du passé sera vraiment difficile à trouver. Voilà. Donc je voulais souligner cet aspect-là qui est vraiment important. D'accord. Moi j'ai une question, c'est vous de l'intérieur, comment les violences policières en tout cas qui touchent le monde du climat et qui s'étendent sur plusieurs luttes, comment en tout cas est-ce que c'est quelque chose que c'est un sujet donc qui est important pour vous et que vous abordez et comment vous l'abordez ou pas du tout Ça rentre pas dans mon domaine professionnel. C'est plus quelque chose sur lequel j'ai un regard personnel. Moi, je suis très inquiète en fait qu'on ait peur de ceux qui sont censés être là pour garantir nos droits, donc qui représentent l'État, la police ou la gendarmerie. C'est très préoccupant que les jeunes, partout, soient inquiets de leurs interactions avec la police ou la gendarmerie. C'est très préoccupant que même mes propres filles soient inquiètes
de savoir si elles vont à une manifestation quelque part, qu'elles soient aussi exposées à un risque de violence. Et cette génération-là, je pense, c'est pas la mienne, c'est une plus jeune génération, elle a un sentiment très fort de solidarité avec les autres jeunes, quels que soient les endroits où ils vivent. C'est quelque chose qui est frappant pour moi. Le fait de se dire qu'on est dans une situation similaire, quel que soit nous, chacun, notre histoire, notre lieu de vie, notre combat, notre préoccupation. Et pour moi qui suis attachée à l'état de droit, aux principes de la République, de fraternité, d'égalité et de liberté, c'est vraiment quelque chose de très préoccupant. Je suis aussi surprise de voir que c'est peut-être une particularité de la gestion, disons, en France, des événements publics, et qu'on n'a pas forcément tiré parti d'autres approches, d'une approche plus pacifique de la police dans d'autres pays même en Europe. Je me pose vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à ces situations-là, où on n'a pas de résultats d'enquête, où on a des victimes de plus en plus fréquentes, que ce soit sur des manifestations, parfois des marches très pacifiques en fait, avec des tirs de lacrymogènes que je ne comprends pas. Voilà. Donc c'est une question que je me pose. J'ai pas la réponse, moi. Vous avez peut-être plus réfléchi à cette question-là avec toi et avec les gens qui sont autour de toi. Moi, je ne l'ai fait. Nous, c'est pas, il n'y a pas de, on n'y a pas forcément réfléchi. C'est juste la question que je me posais et qu'on se posait, c'est comment on peut parler, comment que ce soit le climat ou d'autres mouvements, parler des mouvements qui peuvent se passer, mais que ces mouvements-là ne parlent pas de vie humaine. Que quand nos frères se font tuer, quand ils meurent, bah, l'État n'en parle pas, mais qu'eux aussi n'en parlent pas. Moi, au début, ça m'avait choqué un peu. Je me suis dit, bon, il y a un problème en France. Il y a plusieurs mouvements qui sont là, qui vont lutter, qui vont se battre, mais quand une personne, c'est pour ça que c'est important que notre vie humaine, notre dignité humaine soit remise à hauteur égale avec tout le monde, et que quand on tue quelqu'un, que ça ne choque pas les gens, et qu'ils n'en parlent pas et qu'ils se disent il y a un problème. Donc oui, quand on fait les alliances et quand on élargit le mouvement et que de toute façon le combat Adama c'est un combat, pour nous c'est un combat. Quand on arrive dans le combat, pour moi le combat des violences policières, le combat justice pour Adama est un combat qui doit être porté par tout le monde. Comme je dis, aujourd'hui c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la famille Traoré, parce qu'aujourd'hui ce qu'on dénonce dans la mort de mon frère est un très gros mal-être de cette France. De cette France va très mal. Et on dénonce tout ça et c'est à travers tous ces mouvements-là. Donc c'est un mouvement et un combat qui doit être porté par tout le monde. Et c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas comment on pouvait parler de climat ou d'autres combats sans parler des morts qu'il y avait dans nos quartiers et que ça ne venait même pas une phrase était dite à ce sujet-là. Et je me disais, mais comment peut-on parler du climat, comment peut-on parler d'autres choses sans parler des vies humaines qui se font tuer dans les quartiers par la police alors que notre voisin se fait tuer, ça nous choque. On en parle. Et que là, ça passait inaperçu. Oui, aujourd'hui, il y a de l'évolution. Nous sommes à 4 ans du combat. C'est une marche où ils seront aussi présents à Beaumont. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est de dire, voilà, nos vies humaines ne doivent pas rester en marge et ne pas être considérées et ne pas en parler. Mais aujourd'hui, on va aller ensemble, main dans la main, et dénoncer en tout cas ce système répressif qui est en face de nous. Parce que, comme j'ai dit, nous, la famille Traoré, on vit de l'antidémocratie. Quand on voit que mon frère se fait tuer en 2016 et qu'on doit se battre pour avoir la justice et qu'on a enlevé 5 maladies, cause cardiaque, infection très grave, alcool, drogue, drépanocytose, chaleur, et qu'on nous refuse la reconstitution, que les gendarmes ne soient pas mis en examen, une autre expertise doit être donnée, les 4 frères d'Adama Traoré en prison, 4 plaintes sur Assa Traoré, dont une mise en examen, on est en France. Qui se dit liberté, égalité, fraternité, qui se dit démocratie, on est en France, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça se fait aux yeux de tout le monde. Voilà. Eh ben, il faut que ça change. Oui, Valérie. Souvent, quand on parle de changement climatique, on parle de déni. Et je crois que je t'ai entendu parler de déni de justice aussi.
Oui. Ah oui, il y a le lien, c'est un déni. Je pense que oui, on peut faire le lien, c'est sur ce déni de justice et de ce que tu disais aussi, de vérité. Je pense que ça ne les arrange pas qu'il y ait une vérité sur tout le travail que vous êtes en train de faire. Il y a ce déni de justice, il y a les mensonges, il y a la vérité qu'on ne veut pas mettre en avant. Et c'est les points communs, en tout cas, que nous avons et qui se joignent avec ces violences policières, qui est le point commun, le central et le plus fort. Mais oui, on peut avoir les mêmes adjectifs et les mêmes mots qui ressortent dans chacun de nos combats. Valérie, le travail du scientifique, c'est le travail de la vérité aussi. Alors là, on n'est pas. C'est compliqué parce que la vérité en science, c'est délicat. Nous, comment on avance, c'est par la transparence. C'est-à-dire, c'est mettre sur la table les faits de manière la plus transparente, la plus rigoureuse, la plus objective possible. Un travail de vérification. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à dégager des choses qu'on appelle robustes, c'est-à-dire qui résistent à l'examen critique, qui se rapprochent d'une forme de vérité. Et puis aussi, parfois, on est limité par les éléments disponibles. Ils sont imparfaits, on n'a pas assez d'observations, on n'a pas une représentation complète des processus. Et donc, c'est aussi là où on arrive avec des incertitudes qui sont importantes. Et quand nous, on fait des évaluations sur le climat, dans les rapports que je supervise, chaque conclusion, on la trace avec un degré de confiance. Ça rend ce travail qu'on fait, qui est rigoureux, difficile à lire. Ça le rend parfois impossible à lire pour la plupart des gens. C'est un autre univers un peu par rapport à la vie de la société. On se met en recul même. Ça, en fait. Ouais. Et nous, on a aussi cet exercice où on se met en recul de l'actualité. On prend de la distance. Et ça permet de dégager les connaissances qui sont robustes, les choses qui sont émergentes, les limites des connaissances. Et ça fait partie du devoir qu'on a de le rendre à la société. Et vous disiez au début que j'ai une forme d'engagement. L'engagement que j'essaie d'avoir, c'est de transmettre ces connaissances scientifiques à la société. Je suis payée pour ça, en fait. Je suis payée par de l'argent public. Et depuis le début, depuis que j'étais jeune, en fait, j'ai eu le sentiment d'avoir beaucoup de chance de faire le métier que je fais. C'est-à-dire, pour moi, de faire une chose passionnante, travailler sur connaître même les variations passées du climat il y a très longtemps. Et j'ai vraiment ce sentiment de devoir le rendre en le partageant de la manière la plus juste possible, juste scientifiquement, et de la partager de manière décloisonnée. Et décloisonner, ça veut dire rendre la science aussi accessible à tous, accessible à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études, par exemple, en créant des espaces de rencontres. Et les 2 meilleures expériences que j'ai eues en ce sens-là, c'était en 2015, au moment de la COP21. On avait fait un train du climat. Donc c'était des collègues de Toulouse qui avaient eu cette idée. Et l'idée, c'était de faire un genre de musée mobile. Donc, comme un train qui allait de ville en ville, qui était gratuit, qui s'arrêtait dans les gares. Et puis chaque wagon, c'était comme une sorte d'exposition. Il y avait l'histoire du climat, ce qui change aujourd'hui, les enjeux pour les décennies à venir. Et le dernier espace, c'est un espace de délibération, de choix. Donc les gens qui venaient pouvaient choisir un sujet, et puis on débattait de ce sujet-là. Et ça a été pour moi un chouette espace de rencontre, parce que les gens qui venaient, parce que c'était dans la gare près de chez eux, c'est pas les gens qui vont venir dans un musée de sciences, c'est pas les gens qui vont venir aux portes ouvertes d'un laboratoire, c'est des curieux. Et le fait que ce soit dans une gare, dans un train, ça rendait les choses plus, je pense, faciles d'accès. Et les autres expériences chouettes que j'ai eues, c'était sur des espaces de rencontre dans des centres commerciaux. Moi, je vis en banlieue, d'ailleurs, en banlieue sud. Et c'était justement intéressant parce que ça montrait tout le décloisonnement qui est nécessaire. Les gens, ils venaient avec leur caddie faire leurs courses ou se balader au centre commercial. Ils venaient pas là pour voir une conférence sur le changement climatique ou quoi que ce soit. Mais en étant juste des gens, en fait, autour de la même table, ça crée des espaces de partage. Et je me suis retrouvée à devoir apporter des réponses à des questions d'orientation d'enfants, par exemple, que les parents se posent quand ils ne savent pas à qui s'adresser, quand ils ont des enfants au collège, pour savoir où aller au lycée. Voilà, et je me suis rendu compte de ce besoin de décloisonnement, de rapprochement, de créer des ponts entre des mondes qui ne se côtoient pas forcément dans la société telle qu'elle est. Et ça reflète aussi une forme de fracture qui existe. Il y a des endroits en fait en France où il y a plein d'universités, de centres de recherche, il y a plein d'opportunités, y compris pour les enfants tout petits, d'aller voir ça, de se l'approprier. Puis il y a d'autres endroits où c'est pas le cas. Et c'est des endroits qui peuvent être dans des zones rurales, des zones de banlieue, ça dépend en fait, c'est très varié. Mais on a vraiment besoin de renforcer ces ponts, parce que sinon on a une société qui s'émiette, je trouve.
si on n'a pas le partage de ces éléments, de ces connaissances. Je trouve que ça devrait avoir une place même plus importante dès l'école, hein, vraiment, quand on parle, comme la vie citoyenne, hein, bon, on en parle un peu, mais on devrait, au même titre que les climats ou autres, comme je dis, moi j'ai 3 enfants et le militantisme, être militante, peu importe, moi je me considère pas comme militante, mais je me considère comme la sœur d'Adama Traoré et victime d'un système, victime d'injustice, et nous sommes la famille de victimes, mais le militantisme, on devrait l'éduquer à nos enfants dès le plus jeune âge, dès l'école, peu importe, hein, pourquoi tu veux militer, que ce soit pour le climat, que ce soit pour les violences policières, que ce soit pour, peu importe, je sais pas moi, les fleurs, mais... S'engager, mais que même si tu t'engages pas sur quelque chose de très précis, de dire bon bah je vais aider ceux qui ont besoin de mon engagement ou de ma personne, et que ce soit quelque chose d'assez naturel, et je pense que ça changerait beaucoup de choses dans le monde. Oui, moi c'est quelque chose de le partage en fait, ouais. L'attention qu'on porte aux plus jeunes, les valeurs qu'on leur communique. Moi je suis attachée à ce qu'on leur transmette aussi les connaissances par rapport aux enjeux climat, aux enjeux biodiversité, aux enjeux sur les inégalités. Et quand on regarde les spécialistes de l'éducation à l'environnement, quand on regarde ceux qui le font d'une manière réussie, bienveillante, ce qu'ils disent c'est que pour pacifier les relations entre les gens, le fait d'avoir un ancrage sur l'environnement, sur un espace naturel, c'est aussi important. C'est aussi important d'améliorer les lieux de vie avec des espaces naturels, parce que ça apaise aussi les relations entre les gens. La valeur peut-être la plus importante, c'est peut-être la valeur liée à l'empathie, c'est-à-dire l'empathie entre les gens, se mettre à la place des uns des autres, et l'empathie aussi avec les dépendances, les interdépendances qu'on a avec le monde naturel qui nous entoure. C'est les choses qui manquent souvent, je trouve. Où nous, on va avoir un mur dans cet environnement que tu dis, hein, qui fait rêver, hein, où on aimerait qu'il existe en tout cas pour tout le monde, et où on va avoir un mur, c'est que en fait, nous les personnes de quartier populaire ne peuvent pas circuler comme elles veulent. En vérité, on est dans un pays où on n'a pas le droit de circuler librement comme on le souhaite et comme on le veut. Quand on se fait contrôler plus de 5 fois par jour, des fois c'est par les mêmes policiers ou peu importe, quand tu te déplaces. De toute façon, la France a été condamnée par la Cour européenne pour le contrôle faciès. Dans notre imaginaire, dans l'imaginaire on se dit, on le voit comme un mirage. C'est possible, ça serait bien, ça serait beau. Ce que tu es en train de me dire, j'ai envie de dire, waouh, c'est super, on a envie de le faire. Mais je me dis, quand on se met dans l'esprit de ces personnes-là, de nous, quand on est dans les quartiers populaires, surtout dans ces garçons-là, on le voit de loin et on se dit, mais en fait, c'est pas pour nous. C'est pas accessible à nous. Le mur, il est là, et ce mur, c'est une police, c'est une gendarmerie qui fait que, tout de suite, on arrive, tes papiers, qui tu es, garde à vue, et tout de suite, le rêve où cette projection se casse. Et en fait, on se dit, c'est compliqué, c'est très difficile. Et en fait, le combat aussi, c'est ça. C'est de dire comment on peut circuler librement. Quand on met les interdictions, par exemple, moi j'ai mon frère qui a une interdiction du 95. On parle beaucoup des murs qu'on construit dans les pays. Et j'ai envie de dire, mais en fait, on est en train de... Imaginez-vous d'être dans un département de Paris, de dire j'ai pas le droit de rentrer dans le département du 93 ou du 95, ou de dire j'ai même pas... Et en fait, c'est un énorme mur qui se construit, et où en fait on est carrément délimité, mais ça c'est le système, c'est l'État qui l'impose et qui le met. Donc oui, on aimerait avoir accès à tout ça, mais dans la réalité, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, parce que une réalité est là qu'on ne peut pas circuler librement. Oui, et puis ça, plus les transports en commun. Oui. Il y a aussi cette frontière-là. L'accessibilité, le fait de pouvoir se déplacer facilement, c'est très hétérogène selon les lieux de vie, selon les banlieues. C'est très compliqué, on va même aller sur les personnes handicapées. Aujourd'hui, on a des personnes handicapées qui ne peuvent pas circuler comme elles veulent, et en vérité, leur parcours est déjà tracé, parce que quand on arrive dans des gares et qu'il n'y a pas pour les personnes à mobilité réduite, tu te dis, je ne pourrais pas aller là. D'ailleurs, le meilleur truc qu'on puisse faire, c'est les pistes cyclables. Ça marche très bien pour les gens qui sont sur... par exemple des fauteuils roulants, c'est ce que j'ai observé. Moi je me déplace beaucoup à vélo en banlieue sud, et ce que j'ai remarqué c'est que dès qu'il y a des équipements cyclables, ça donne beaucoup plus d'espace de déplacement pour les gens qui sont en fauteuil,
parce que du coup ils peuvent se déplacer davantage dans leur propre quartier, alors qu'avant ils étaient bloqués par les trottoirs en fait, hein, par la géométrie des rues, des routes. Ouais, c'est vrai que c'est un gros problème, hein, ça, surtout dans les gares. Moi quand je vois, je me dis mais moi je peux... Je me dis mais lui il peut pas ou... Bon, espérons qu'on a construit, qu'on a fait un pont aujourd'hui, puisqu'on a besoin de pont, mais il y a aussi tous ces murs à abattre. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, merci beaucoup Assa Traoré. Merci. Merci. Et c'était donc une vidéo de Reporter, le quotidien de l'écologie, sans actionnaire, sans publicité, libre d'accès et qui dépend des lectrices et des lecteurs. Merci, bonne journée.